Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Ce samedi 11 juillet, le monde entier célèbre la Journée mondiale de la population. En Côte d'Ivoire, l'événement sera célébré à Diokwe, dans l'ouest du pays. En prélude à cette célébration qui a pour thème mondial, les populations vulnérables dans les situations d'urgence, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabritois-Keus, a lu pour vous le message du gouvernement. C'était au micro de Herman Niamia. Plus de 50 millions de personnes dans le monde ont été contraintes de quitter leurs habitations du fait d'une situation de conflit ou de catastrophe naturelle. Les 3 quarts de ces personnes sont des femmes et des enfants qui, dans une situation d'instabilité de résidence, affrontent des risques de sévices, d'exploitation sexuelle, de violence, de maladies et de décès du fait d'une protection et d'une assistance inadéquates. C'est donc pour conjuguer toutes les énergies pour mettre fin aux situations d'urgence humanitaire que l'Organisation des Nations Unies a choisi comme thème les populations vulnérables dans les situations d'urgence pour cette célébration de la 29e journée mondiale de la population. La JMP 2015 nous invite conséquemment à accroître notre capacité à prévenir et à gérer les situations d'urgence humanitaire et à répondre davantage aux attentes de nos concitoyens les plus vulnérables. La Côte d'Ivoire non plus n'a pas été épargnée par les situations d'urgence humanitaire. Ces 15 dernières années, c'est près d'1 million de personnes qui ont abandonné leur résidence suite à l'éclatement des différentes crises qu'a connu le pays. C'est à juste titre que Diokwe, une localité durement éprouvée par les différentes crises, a été choisie pour abriter la célébration nationale. Le renforcement progressif de la cohésion sociale, avec un impact visible, certes, mais encore fragile, mérite la poursuite des efforts du gouvernement et de ses partenaires. Le thème national de cette célébration est « Population vulnérable en situation d'urgence ». Quel mécanisme de prévention pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 en vue de renouveler notre engagement? Le fondateur de la communauté Santé-Gidio, engagé dans le dialogue interreligieux en vue de la paix dans le monde, a été reçu hier au palais présidentiel par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Les échanges ont porté sur les élections, la culture du vivre ensemble et surtout sur la paix en Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Abola. Andrea Riccardi, hôte du président de la République Alassane Ouattara ce vendredi en fin de matinée, le fondateur de la communauté Santé-Gidio qui prône l'entente et la paix entre les religions, a eu plus d'1 heure d'entretien avec le chef de l'État. Échange à l'issue duquel il a dit être heureux de retrouver sous la supervision du président Alassane Ouattara une Côte d'Ivoire en pleine reconstruction après des moments difficiles dus à la crise post-électorale. Pour nous, la Côte d'Ivoire, c'est un pays d'élection, car ici, c'est un laboratoire de ce que j'appelle et que c'est mon idéal, la civilisation du vivre ensemble. Vivre ensemble entre Nord et Sud, et je veux souligner comme la Côte d'Ivoire a accueilli toujours populations différentes, vivre ensemble entre chrétiens et musulmans. Et vivre ensemble avec l'inclusion sociale, car c'est notre chapitre sur lequel Santé-Gidio est très engagé. Alors, pour moi, j'ai eu une heureuse occasion de rencontrer le président et de lui présenter les hommages de la communauté de Santé-Gidio et aussi de lui dire comme je vois la croissance et l'orgueil des Ivoiriennes, comme la croissance de la société, de l'économie et l'orgueil de l'identité de ce peuple est grandi dans les dernières années. Le président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas non plus caché sa joie de revoir un ami et surtout un grand ami de la Côte d'Ivoire. Le professeur Riccardi est un grand ami de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, et il m'a fait l'honneur et le grand plaisir de venir me saluer. Et donc je voudrais, professeur, vous dire un grand merci pour cette visite et pour ce que Santé-Gidio fait sur la Côte d'Ivoire et dans le monde d'ailleurs, parce que votre contribution va au-delà de l'Afrique et nous sommes très reconnaissants pour tout ce que vous faites pour la paix, pour donc la convergence religieuse entre les peuples.
La communauté Santé-Egidio en Côte d'Ivoire est reconnue comme une association publique de droit commun. Avec 1300 membres, elle est présente dans plus de 30 villes et communes et s'investit dans des services gratuits en faveur des plus démunis. Le chef du gouvernement était hier matin face aux journalistes. Daniel Kablan-Duncan a fait le point des réformes entreprises dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire. À ce jour, un peu plus de 15 réformes allant de la dématérialisation des actes administratifs aux procédures de création d'entreprises ont été engagées. Alexis Ouedraogo. Avoir accès aux données administratives en temps et en heure sur toute l'étendue du territoire et même au-delà des frontières. C'est l'intérêt de la dématérialisation des procédures administratives. La gouvernance électronique va commander demain que vous puissiez avoir votre extrait de naissance sans avoir à aller dans le village de naissance. Que chacun puisse avoir accès aux services publics dans la même égalité et avec les mêmes performances. Le gouvernement a engagé des réformes pour rendre attractif l'environnement des affaires. Ce vendredi, Daniel Kablan-Duncan était face à la presse pour en faire le point. À ce jour, ce sont 15 mesures de réforme qui ont été engagées en vue d'impacter les entreprises désireuses de s'installer et celles qui le sont déjà. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda de réforme maintenant de l'année 2015, caractérisé fortement par la dématérialisation des processus administratifs, l'État a observé, et je voulais vous le signaler et souligner, la démarche suivante. Premièrement, la mise en place du cadre légal et réglementaire des mesures de réforme par l'adoption de 13 textes, des ordonnances, des décrets et arrêtés. Deuxièmement, la mise en œuvre opérationnelle des réformes, dont celles relevant de la gouvernance électronique identifiée à l'agenda des réformes. Et troisièmement, la consolidation des réformes réalisées l'année dernière en fin de cycle Doing Business 2015. Faire que l'Ivoirien ressente la croissance économique du pays, c'est un défi de l'amélioration du climat des affaires. Une entreprise s'implante en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle emploie de la main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre, elle vient d'où? C'est donc des nationaux. Et certains Ivoiriens disent on ne mange pas des ponts, on ne mange pas des routes. Mais on mange la banane, on mange l'igname. Mais l'igname, pour arriver chez vous ici, il faut bien que ça suive la route pour arriver ici. Vous savez que fois à Abidjan, vous avez besoin d'igname ici. Mais l'igname est en train de pourrir à Bondoukou. Parce qu'on ne sait pas qu'il y a suffisamment d'igname là-bas. Si on communique par la voie électronique dont je vous parlais, peut-être qu'on peut savoir qu'il y a l'excédent à Bondoukou, aller les prendre. Et qu'il y a peut-être de la banane du côté de Sandra, etc., etc. Du poisson aussi à Sandra. Ça, c'est important. Et ces réformes vont permettre d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Pour rappel, ce sont au total 25 mesures de réforme qui ont été réalisées entre 2013 et 2014. Elles ont permis à la Côte d'Ivoire d'améliorer de façon progressive son rang au classement Doing Business. Le pays figure d'ailleurs depuis ces 2 dernières années dans le top 10 des pays les plus réformateurs au monde. Annoncé pour le deuxième semestre 2015, les travaux d'extension et de modernisation du port autonome d'Abidjan vont effectivement démarrer en septembre prochain. Ces travaux, qui concernent principalement la construction du deuxième terminal à conteneurs, seront financés et réalisés grâce à un prêt de plus de 460 milliards de francs CFA accordé par la République populaire de Chine à l'État ivoirien. Jeudi dernier, les parties ivoiriennes et chinoises ont signé l'accord de mécanisme de remboursement de ce prêt. Adama Koné. Marée haute au port autonome d'Abidjan, la Chine et la Côte d'Ivoire embarquées sur le même bateau pour l'extension et la modernisation du port. Un partenariat qui vaut plus de 460 milliards de francs CFA à financer par Exim Bank Chine. Si l'accord de prêt a été conclu en décembre 2014, c'est ce jeudi 9 juillet que les deux parties ont signé l'accord de mécanisme de remboursement, bouclant ainsi l'opération de financement. Les signatures de ce jour ouvrent la voie au premier décaissement des ressources du prêt Exim Bank Chine en vue du démarrage effectif des travaux au mois de septembre 2015. Ces travaux devront à terme permettre au port d'Abidjan de se positionner comme le leader des ports ouest-africains et centrafricains par la qualité des infrastructures d'accueil des navires dans les eaux ivoiriennes. La réalisation des travaux a été confiée à China Abu Engineering Company, une filiale du groupe China Communication Construction Company.
Une entreprise dont l'expérience n'est plus à démontrer dans l'exécution de travaux de plateformes portuaires, puisqu'elle conduit des projets dans plus de 80 pays au monde. La groupe CCCC est une groupe centrale très importante en Chine. Il assume beaucoup de responsabilités sur la constitution nationale. Elle a au moins 3 filières ici présentes en Côte d'Ivoire. Et ces 3 filières, j'espère, jouent un rôle de plus en plus important dans les jours à venir. Au total, les travaux d'extension et de modernisation du port autonome d'Abidjan vont coûter 541 milliards de francs CFA, avec entre autres la construction d'un 2e terminal à conteneurs. Le prêt octroyé par Exim Bank Chine représente 85% de ce montant. Le solde de 15% sera pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Au bout de 4 ans, ces travaux remettront le port autonome d'Abidjan à flot pour de nouvelles conquêtes commerciales. Jean-Claude Brou, le ministre de l'Industrie et des Mines, a installé le comité de développement local minier de la mine d'Agbaou dans le département de Divo. Ce comité vise à préserver l'entente entre les parties prenantes, en l'occurrence les exploitants et les villageois. Il s'agit, selon surtout, de faire en sorte que les préoccupations sociales des populations trouvent une oreille attentive auprès des industriels. Lanciné Bakayoko, Adama Kone. Le départ des éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRC, de la région de la Niébi-Tiassa, la libération de certaines résidences illégalement occupées par ceux-ci, l'actualisation du fichier du cadastre forestier. Autant de dossiers soumis au médiateur de la République de Côte d'Ivoire, Ngolo Coulibaly, par la chefferie traditionnelle et communautaire de la région de la Niébi-Tiassa. Si les 2 premiers dossiers ont trouvé une issue heureuse au fil des négociations, le 3e, celui lié à l'opération d'actualisation du fichier du cadastre forestier, reste encore latent. Pour mieux cerner la question, afin de la résoudre définitivement, le médiateur accorde une audience au conseil départemental des chefs de village d'Agboville. C'est un problème qui est suffisamment grave pour que, aussi bien du côté des populations que du côté de l'administration, on le prenne au sérieux de telle manière à le résoudre durablement pour que toutes les populations retrouvent la tranquillité dans le sens de la cohésion nationale dont tout le monde aime parler. Les hôtes du médiateur repartent satisfaits, leurs doléances ayant trouvé oreille attentive. Nous partons rassurés des conseils qu'il nous a donnés, des assurances qu'il nous a données, et nous savons que le problème se trouve en de très bonnes mains et qu'il trouve déjà sa solution parce que nous avons été écoutés. Le renforcement de la cohésion sociale, une des priorités de Ngolo Coulibaly. Le médiateur envisage dans les jours à venir écouter les autorités administratives impliquées dans le processus. Du conseil départemental des chefs de village d'Agboville qui était dans le locaux de la médiature pour une audience. C'est maintenant que nous allons vous proposer l'élément concernant le ministère de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, qui a installé le comité de développement local de la mine d'Agbaou dans le département de Divo. Grève dans la mine, bagarre intempestive, accusation de pollution, plainte au tribunal de commerce. Tous ces problèmes enregistrés sur la mine d'or d'Agbaou pourront désormais être réglés dans un cadre de concertation. Avec l'installation du comité de développement local minier CDLM, le gouvernement engage la responsabilité des riverains et des opérateurs à mener les activités d'exploitation dans un partenariat gagnant-gagnant. On ne peut pas parler de développement minier, d'industrie minière aujourd'hui sans parler de comité de développement local. C'est une loi, c'est une obligation pour nous tous. Et ce comité de développement local a pour mission principale d'être un instrument de développement économique et social des zones impactées par l'activité minière. Ce comité se veut représentatif et inclusif. Composé des autorités locales, de l'administration, des communautés villageoises et des exploitants de la mine d'Agbaou, il est chargé de résoudre les problèmes d'infrastructures sociales. Grâce à un fonds alimenté par 0,5% du chiffre d'affaires réalisé sur la mine, le comité a pour mission de construire des écoles, des centres de santé et des équipements hydrauliques.
Une initiative saluée par les riverains de la mine. Finalement, ce que nous attendions, c'est arrivé. On sait que ce ne sera pas la chose qui va régler d'un coup de baguette magique tous nos problèmes. Mais nous pensons que c'est un bon début pour arriver à quelque chose de potable pour nos populations. Le comité d'Agbaou est le 3e du genre après ceux du Tié de Bondoukou. Le permis d'exploitation de la mine d'Agbaou date de 2012. Avec une capacité de 35 tonnes à exploiter sur 10 ans, la mine d'Agbaou a permis la création de 588 emplois directs. Reportage signé Lanciné Bakayoko et Adama Kone. Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie était face aux retraités de Côte d'Ivoire le jeudi dernier. Il s'est agi au cours de cette rencontre initiée par l'Union nationale des retraités de Côte d'Ivoire d'instruire donc ces retraités sur le fonctionnement de l'assurance maladie. À l'issue de cette rencontre, les participants sont retournés satisfaits des explications du directeur général de la CNAM. Cette rencontre a eu lieu au district d'Abidjan. Comme souhaité par l'Union nationale des retraités de Côte d'Ivoire, UNASI, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie était face aux retraités. Ces derniers voulaient en savoir davantage sur le fonctionnement de cette structure afin de lever les différentes zones d'ombre sur certains chapitres de cette couverture maladie universelle. Nous, on se réjouit d'abord de cette démarche parce que c'est un moyen pour nous de pouvoir atteindre, n'est-ce pas, une cible privilégiée de la couverture maladie universelle. Vous savez que la couverture maladie universelle est ouverte à l'ensemble de la population et les personnes du 3e âge des retraités font partie, n'est-ce pas, de l'ensemble de cette population-là. L'exposé du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et les échanges qui s'en sont suivis ont permis aux participants d'avoir une idée précise sur le fonctionnement de cette structure. Il a donné un coût, 1000 francs par mois, et je pense que c'est un peu abordable, mais nous allons en temps opportun rencontrer aussi nos adhérents. Si j'ai 5 enfants, les 5 enfants, chaque tête, ça fait 1000 francs. Donc ça me fait, plus moi, mais ça fait 5 000 francs. J'ai appris beaucoup de choses et je pense que, retournant chez moi, à l'intérieur, je vais passer le message. À ce jour, seulement 110 000 personnes se sont fait enrôler. Les responsables de la CNAM envisagent d'atteindre le chiffre de 4 millions de personnes. Un chiffre déjà disponible dans la base de données de la CNAM grâce aux données de la CGRAE et de la CNPS. Ce chiffre va constituer le socle de la solidarité nationale selon Bamba Karim. On note 57 sites d'enrôlement répartis sur toute l'étendue du territoire national. Reportage signé Herman Niamia. 2 hôtels situés dans le centre de la capitale somalienne ont été la cible d'une attaque de Shebab qui a fait au moins 10 morts, dont 6 civils ce vendredi. Selon les services de renseignement somaliens, les attaques auraient été contenues. Toute la journée d'hier, vendredi, des combats ont aussi opposé l'armée burundaise à un groupe armé non identifié dans la province de Kayanza, à une centaine de kilomètres de Bujumbura. Certains membres du groupe auraient été tués et d'autres interpellés. Et puis, au Vatican, le premier procès pénal pour pédophilie s'ouvre ce samedi. Sur le banc des accusés, un ancien archevêque de l'Église catholique accusé d'abus sexuels sur mineurs lorsqu'il était nonce apostolique en République dominicaine et de possession de matériel pédopornographique. Ce procès offre une occasion à l'Église catholique largement discréditée par les scandales de pédophilie à répétition de montrer qu'une page se tourne. Voilà, c'est la fin de ce journal. Bonne suite de programmes en compagnie de Christelle Melech.